ODH TV. Bonjour Monsieur Roussel. Bonjour, bonjour. Quel a été votre parcours en ufologie quand vous êtes intéressé au GEPA? Vous êtes rentré au GEPA par la suite? C'est-à-dire que j'étais un de ses correspondants, sans plus. Je n'ai pas été à la tête ou à l'administration du GEPA, je recevais les revues. Et il y avait surtout une relation qui était établie avec René et Francine Fouéré, qui était basée sur l'humain, qui était basée sur l'échange et sur cette volonté d'avancer quelque part, mais pas d'une manière forcenée, sans vouloir arriver déjà aux conclusions. On avançait doucement, on essayait d'établir du relationnel avec le témoin, etc. Et cet aspect-là, pour moi, c'est pas de l'ufologie, c'est de l'enquête humaine, et tout à fait utile pour approfondir un mystère, pour approfondir une question sur laquelle on s'interroge. Et que retenez-vous des années GEPA, avant le GEPAN? Alors les années GEPA sont, comme je vous l'explique, des années d'échange, des années très positives, car Francine et René Fouéré n'étaient pas que des ufologues dans le sens du terme. D'ailleurs, ils en étaient venus à cette question parce que l'environnement dans lequel ils étaient, avec des anciens officiers de l'armée de l'air, des ingénieurs aéronautiques, s'étaient posé la question les premiers, et ils avaient essayé de regrouper leurs forces pour essayer de faire une piste, de tracer une route vers peut-être une réponse. Donc si vous voulez, le mot ufologue n'avait pas cette dérive que nous connaissons actuellement. C'était des gens curieux d'une énigme qui essayaient d'avancer dans cette énigme. Et c'est une époque humainement très très riche. René et Francine étaient des gens très cultivés, qui étaient ouverts à toutes les sciences et qui créaient une ambiance humainement qui moi, m'a toujours porté et que je n'ai pas beaucoup retrouvé, par exemple dans les différents éléments qu'on retrouve dans les repas ufologiques, que l'on trouve comme je l'ai fait en interviewant des ufologues. Cet aspect humain a quitté un petit peu l'ensemble pour une volonté forcenée d'atteindre un but, de trouver une solution, etc. Comme un peu nous y oblige actuellement, si vous voulez, les choses qui communiquent, comme Internet, cette volonté précipitée de dire on a trouvé quelque chose et d'être le premier à le dire. Et ça, c'est une chose qui n'existait pas. Ouais, c'est la course au scoop. Pardon? C'est la course au scoop. Oui, le scoop à travers les scoops. Voilà. Voilà. Avez-vous déjà observé quelque chose d'inhabituel? Non, j'ai observé des choses un peu bizarres, des petites choses qui bougent, etc. Mais je n'en ai jamais fait des conclusions. Pour ma part, le phénomène OVNI, tel qu'on le reporte avec ces petites lumières, ces petites babioles, ces petites choses étranges sur lesquelles des gens investissent, les témoins investissent avec plein de choses, si vous voulez, pour moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. À mon avis, si un jour on doit, à travers le phénomène OVNI, établir une relation entre des visites et les visiteurs, ce sera avec quelque chose d'extrêmement bien pourvu, comme par exemple comme la Marante, sur laquelle j'ai bien investigué, comme le témoignage du pilote Fartek près de Dijon, qui vraiment là on est face à des choses qui posent des points d'interrogation. Mais les petites observations faites accidentellement, peut-être d'un mouvement un peu bizarre, pour moi, ça ne constitue pas des observations dans le sens ufologique du terme. Pourquoi avoir écrit des ouvrages sur les ovnis? Pourquoi? Parce que d'abord je suis journaliste, donc j'ai bien dit ma démarche est celle d'un journaliste. Il y en a qui sont intéressés au suaire de Turin, moi je me suis intéressé aux ovnis et par la force des choses, indirectement par ce qui était un petit peu engrangé par les militaires, du fait de ma spécialité de journaliste caméraman spécialisé dans l'aéronautique et dans les tournages de guerre et le tournage avec les armées. Donc
cette spécialité m'a permis d'approcher des états-majors et des officiers généraux qui, sur une question, pouvaient répondre ou pas répondre, ou qui m'indiquaient des pistes. Et ce qui fait que mon premier bouquin s'appelle OVNI, la fin du secret. C'était à l'époque où les brigades de gendarmerie émettant des témoignages, rassemblant des témoignages faits par les témoins, collaient le tampon secret sur le témoignage. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, jusqu'à les années 70, les observations d'OVNI relevaient un peu de la défense nationale, du fait que les soviétiques envoyaient souvent au-dessus de nos cieux, notamment du plateau d'Albion, des avions un petit peu espions, même les Américains, il n'y a pas que les U-2, etc. La force de frappe française a été espionnée à la fois par les Russes et à la fois par les Américains, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal. Et donc, si vous voulez, à l'époque, on pouvait considérer que ce que décrivaient les témoins était en rapport avec ces avions espions que que le témoin ne savait peut-être pas appréhender. Donc a priori, n'importe quelle lueur bizarre décrite, top secret, il y avait un léger décortiquage, mais on le gardait au bureau prospective et études de l'armée de l'air, et on accumulait sans plus, sans aller plus loin. Et je suis arrivé à ce moment-là intéressé par cette énigme et par des pilotes que j'avais vus, entendu raconter des choses bizarres qu'eux-mêmes avaient vues. Et j'ai remonté la source pour faire un premier reportage pour France 3 Nancy sur le thème de l'archivage des observations faites par les pilotes. Et ce qui m'a permis après d'aller un peu plus loin avec un bouquin et d'être autorisé, un des premiers, il y avait Pat Bourré qui travaillait là-dedans, un des premiers à avoir accès au dossier de la gendarmerie, au cours à Saint-Dominique, rue Saint-Dominique à Paris, où pendant 3-4 jours j'ai eu droit à décortiquer l'ensemble des dossiers, et j'en ai fait mon premier bouquin qui s'appelle OVNI, la fin du secret. OVNI, la fin du secret, pourquoi? C'était en dessous, ou les dossiers confidentiels de l'armée de l'air. C'était à l'époque où on commençait à dire il ne s'agit pas d'avions espions, il s'agit certainement de choses ou en rapport avec la physique météo, etc., ou avec des avions nous appartenant, mais secrets, mais ça n'a pas cette relation n'était plus sous le contrôle du secret. Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas à des missions d'espionnage, ces sortes de mouvements aériens. Donc j'étais un des premiers à expliquer comment le secret avait été relevé à la suite de ces témoignages. C'est la raison du titre du livre. Le deuxième, du fait du premier que j'étais bien avancé, je me suis collé au basket des gens du GEPAN GEPAN à l'époque. Et là, j'ai essayé de suivre l'étude du CNES. Et j'ai écrit un bouquin sur l'étude du CNES qui s'appelle, c'est Albin Michel qui l'a titré Les vérités cachées de l'enquête officielle, parce que j'ai essayé de voir comment se goupiller les différentes affaires et de révéler que par exemple que le conseil scientifique n'avançait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quelque part on n'était pas intéressé par ses conclusions, etc. Et il y avait un petit côté un petit peu mystérieux, ce qui fait que c'est ce titre qui a dominé. Voilà. Donc le deuxième livre, c'est l'enquête officielle du CNES. Et le troisième, c'est malgré l'enquête officielle du CNES, unique au monde, mais que fait la science? Pourquoi la science ne s'investit pas? Et j'explique pourquoi et comment la science peut ne pas s'investir dans quelque chose, même si quelque part ce quelque chose produit des effets qui sont visuels et concrètement décrits par des gens. La science peut très bien passer à côté de quelque chose parce que ou c'est pas le moment, ou elle n'a pas les moyens, ou les paramètres ne sont pas réunis. Votre conviction sur le phénomène, quand vous avez commencé,
et maintenant? A-t-elle évolué, a-t-elle changé, ou c'est toujours la même? Ma conviction n'était pas faite au départ, hein. Je m'interrogeais bien sûr en ayant un intérêt pour la solution de ces visiteurs qui viennent d'ailleurs, et comme pour tout le monde, comme tout le monde le fait. Tout le monde s'imagine que derrière la mort, il y a peut-être quelque chose. Et même sans pouvoir le démontrer, certains partent avec cette idée et ont besoin de cette idée. Si vous voulez, l'homme est basé sur des espoirs sur l'espoir qui le fait avancer sur plein de domaines. Donc dans le phénomène OVNI, on pouvait, dans la partie, disons, intéressante et positive, se dire il s'agit peut-être d'une manifestation d'un état de conscience différent, effectivement. Mais quelque part, ça n'a jamais pris le dessus chez moi. J'ai essayé d'investiguer autour, mais sans a priori. Et c'est le plus intéressant. Si vous partez avec un a priori en disant je vais démontrer que ça existe, c'est pas la peine de commencer de chercher des preuves, puisque dans votre tête elles existent. Mais quelque part il faut amener les choses et évoluer en fonction de ces choses ou pas. Alors bon, avec l'addition des différentes, surtout avec ce troisième bouquin. Bon, avec les pilotes, c'est sûr que j'avais parfois des grosses interrogations, mais là, avec cette façon que j'ai pu analyser le comportement de la science à travers les déclarations des gens qui la font, je peux effectivement, et je suis persuadé, qu'un état de conscience peut se manifester à nous sans que nous soyons dans la capacité de pouvoir le démontrer et même vivre à côté sans que ça soit, sans perturber quoi que ce soit. Ça me fait penser un peu, si vous voulez, à la capacité d'évolution du phénomène. Elle est fonction de l'avance technologique que posséderait une civilisation d'outre-espace. Si cette civilisation a 1 million d'années sur nous, elle peut très bien être présente ici, sans qu'elle ait à faire atterrir une soucoupe, à envoyer une sonde, etc. Elle peut très bien, par des moyens que nous n'imaginons absolument pas, acquérir des informations. Mais de temps en temps, il peut y avoir des civilisations intermédiaires qui ont besoin de ces engins pour aller chercher de l'info. Et la marrante, vous verrez, je ne le donne pas, et vous verrez ce que moi j'en conclus, c'est un peu dans ce sens-là. Donc si vous voulez, on passe... C'est un peu comme les filets de pêcheurs qui prennent les poissons. S'ils ont des mailles très larges, ils vont prendre du gros poisson. Mais tous les petits poissons qui vivent passeront à travers ces mailles et pourront ne jamais exister aux yeux des pêcheurs. Et moi, l'intérêt de ma démarche, c'était de trouver des éléments qui, peu à peu, me mènent à une sorte de conviction intime. Et cette conviction intime, je peux vous le dire, je l'ai acquise à travers la définition que j'ai maintenant de la science, à travers le regard des spécialistes qui me démontrent que la science, elle peut très bien passer à côté du coup et ne pas bouger. Je donne cet exemple aux gens quand je fais des conférences sur les ovnis. Installez-vous sur un chemin parcouru par des milliers et des milliers de fourmis. Ces fourmis, elles s'échangent des phéromones, elles s'échangent des infos, etc. Prenez un stylo. Posez pendant 20 secondes un stylo sur le chemin où il y a des milliers et des... Les fourmis passent. Il y en a une ou deux qui montent, qui descendent, qui repassent. Les 2 ou 3 petites fourmis, et vous reprenez le stylo, 20 secondes après, vous le retirez. Les 2 ou 3 fourmis, qui ont été très curieuses et frappées par ce qu'elles ont vu, vont voir le chef des fourmis et leur disent « Mais j'ai vu quelque chose, un cylindre, ou elle donnerait un autre nom, quelque chose qui n'existe pas dans la nature, qui s'est posé, je l'ai touché !» etc. Le chef des fourmis dira « Attends, tu ne te fous pas de ma tête, tu es sur un chemin où il y a des milliers de fourmis. Tu es la seule à me raconter une chose pareille. Et tu crois que je vais croire à ce que tu me racontes? C'est indémontrable que quelque part, une manifestation étrangère à la Terre intervient dans la vie de quelqu'un.
Pourquoi? Parce que c'est du fugitif, c'est de l'évanescent, etc. Les fourmis qui passent, voient l'objet de loin, peuvent le voir, mais elles n'en prennent pas compte. Et la fourmi qui touche va le raconter, elle ne peut pas montrer qu'elle a... Et pourtant, autour d'elle, il y a des milliers de témoins. Et ben, le phénomène OVNI, si vous voulez, c'est un peu pour moi cette image qu'il présente le mieux sur l'impossibilité à le définir par rapport à des observations. Il y a le phénomène en lui-même qui est difficilement perceptible et qui ne sera peut-être jamais, et il y a ce qui se passe autour qui le rend encore moins perceptible. Donc lui-même, il crée l'environnement qui lui permet d'évoluer tranquillement et qui le rend inaccessible. Moi, ça me plaît, ça j'adore cette idée, parce que quelque part, ça nous démontre que au-dessus de nous, il y a certainement des forces insoupçonnées et qui existent et dans lesquelles on n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais dans la mesure où c'est autour de nous, c'est quand même en relation avec nous. Mais à quel niveau, dans quel état, ça nous amène qui, quoi, pourquoi, comment, il n'y a pas de réponse. Et j'aime bien cette idée. D'accord.